Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de podcast de la filière Orchid, la filière santé des maladies rénales rares. Cette nouvelle série de podcasts est dédiée au protocole de diagnostic et de soins, ou PNDS, sur le syndrome de Bartter, une maladie rare mais importante à connaître pour les médecins, les patients et leurs familles. Ce PNDS a été publié en 2021 sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et a été coordonné par les docteurs Rosa Vargas-Poussou et Anne Blanchard pour le centre de référence Marea, sous l'égide de la filière Orchid. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Emery, néphropédiatre. Bonjour docteur. Bonjour Tariq, merci de m'accueillir. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le syndrome de Bartter ? Bien sûr, le syndrome de Bartter est une maladie rénale rare d'origine génétique qui affecte les tubules rénaux. Cela signifie qu'il touche les petits canaux des reins responsables de la réabsorption de l'eau et des sels minéraux. Dans le cas du syndrome de Bartter, le défaut se situe précisément dans la branche large ascendante de l'anse de Henle, qui est normalement responsable de la réabsorption d'environ 25% du chlorure de sodium filtré. Ce défaut entraîne donc une perte excessive de sel et d'eau dans les urines. En préparant ce podcast, j'ai vu qu'il existait plusieurs types de cette maladie. Pouvez-vous nous expliquer les différences ? Absolument. Le syndrome de Bartter se divise en deux entités cliniques. Le syndrome de Bartter de révélation anténatale ou néonatale et le syndrome de Bartter dit classique de révélation plus tardive. Actuellement, il est classé en 6 grands sous-types, le syndrome de Bartter de type 1 à 5, selon le gène affecté. Les types 1, 2, 4A, 4B et 5 ont généralement un début anténatal. Le type 3, lui, est plus variable. Il peut se présenter comme une forme anténatale ou néonatale, une forme classique, voire ressembler au syndrome de Gitelman avec une forme moins sévère. Le syndrome de Bartter de type 5 est une forme transitoire liée à l'X, qui touche donc presque exclusivement les garçons. Vous venez de décrire différentes périodes de révélation du syndrome de Bartter. Qu'est-ce qui permet de suspecter le diagnostic de cette maladie selon ces périodes ? Donc, le diagnostic peut être suspecté dès la période anténatale, souvent sur un hydramnios, c'est-à-dire un excès de liquide amniotique, isolé, précoce, parfois vers 22 à 30 semaines d'aménorrhée, sans autre anomalie échographique et récidivant après amniodrainage. Cela peut être un signe d'alerte pour le médecin échographiste ou l'obstétricien. Chez le nouveau-né, le syndrome de Bartter se manifeste par une déshydratation sévère associée à une franche polyurie, des troubles hydroélectrolytiques avec hyponatrémie, hypokaliémie et une alcalose métabolique. En dehors de la période néonatale, chez l'enfant ou plus rarement chez l'adulte, le tableau est plus modéré et on peut le découvrir à l'occasion d'un retard de croissance, d'un épisode de déshydratation, d'une polyurie, de la découverte d'une néphrocalcinose ou d'une lithiase rénale. Docteur, pouvez-vous nous dire maintenant quels sont les signes cliniques typiques ? Cela dépend du moment du diagnostic. En anténatal, c'est l'hydramnios qui domine, avec un risque d'accouchement prématuré. Chez le nourrisson ou le jeune enfant, on observe souvent un retard de croissance, une soif intense, une polyurie et parfois des troubles digestifs comme une anorexie ou des vomissements. Chez l'enfant plus grand ou l'adolescent, on retrouve souvent, encore une fois, un retard de croissance, un syndrome polyuro-polydipsique avec des réveils la nuit pour boire et uriner, et une forte appétence pour le sel. L'hypokaliémie peut être découverte fortuitement ou à l'occasion d'une asthénie, de crampes musculaires, voire d'une paralysie. Il peut aussi y avoir une néphrocalcinose associée, c'est-à-dire du calcium déposé dans les reins. Enfin, ma dernière question concerne les médecins généralistes. Comment peuvent-ils être vigilants ? Alors, ils ont un rôle crucial. Un retard staturopondéral inexpliqué doit mener à la réalisation d'un bilan biologique. La présence d'une nicturie ou d'une polyurie doit également alerter. L'interrogatoire des parents et ou du patient permet souvent de retrouver une avidité pour le sel, généralement marquée et précoce chez des nourrissons ou jeunes enfants, avec la consommation de cornichons ou de gros sel, ainsi qu'une appétence pour les aliments riches en potassium comme le citron et le vinaigre. Une symptomatologie sensitive et musculaire est souvent retrouvée avec une fatigabilité inhabituelle, la survenue de crampes musculaires au repos et doit mener à la recherche d'une hypokaliémie.
Une symptomatologie digestive liée à l'hypokaliémie peut également être retrouvée avec des douleurs abdominales, une constipation, voire une gastroparésie. Tous ces symptômes doivent mener à la réalisation d'un ionogramme sanguin et urinaire. La présence d'une alcalose hypokaliémique avec hypercalciurie fera évoquer le diagnostic et permettra d'adresser le patient à un néphrologue. Merci beaucoup Dr Emery pour toutes ces explications très claires. Dans le prochain épisode, nous parlerons du parcours diagnostique et de l'annonce du syndrome de Bartter. Je vous rappelle que le PNDS sur le syndrome de Bartter est disponible sur le site de la HAS ou bien sur le site de la filière ORCID. Merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt sur notre podcast.